On va passer à la présentation de Roger qui va nous aider à faire un peu de sens avec, toutes ces variables-là qui sont, disponibles une fois que les tracés sont lus. Donc, je vais partager mon écran. Tu m'as-tu mis en co-host? Oui, tu peux partager sans problème. OK, il est rendu mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui. Vous êtes chanceux. Ah oui, c'est encore la patente. C'est ça. Je tasse ça. OK, ben, je vais regarder ce côté-là. Ouais, ben, j'espère que ça va vous aider. Là. Je suis plus trop sûr parce que les présentations de Sonia et d'Hélène super clean. Ben, en fait, ce que j'apporte, c'est des informations supplémentaires pour je pensais à l'objet du cours, puis à quoi ça va servir éventuellement à faire l'analyse de l'EG, puis je vais apporter des points qui aident à mieux comprendre l'impact que ça peut avoir sur le EEG ou sur le sommeil en général, puis quelques concepts de base qui déterminent l'organisation du sommeil, comment c'est différent, parce que là, en général, c'est toujours des tracés de sommeil de jeunes, blancs, adultes, en santé, pratiquants, puis tout ça. Là. Puis c'est pas nécessairement la majorité des cas qu'on voit, ni dans la littérature, ni dans les laboratoires. Il y a des différences, même physiologiques, à plein de niveaux. Il y a aussi des différences entre les gens, pas mal, on sait c'est certain. Même au niveau des ondes, etc. J'avais déjà montré, je pense, la semaine passée, des ondes alpha, comment ça peut être différent d'une personne à l'autre, en bouffée, pas en bouffée, plus ou moins ample. Même les fréquences peuvent changer. On n'a pas abordé non plus la question des enfants. Dans les critères, même des critères d'apnée, par exemple, ne sont pas les mêmes chez les enfants que chez les adultes. Donc, il faut voir un peu, il faut décider c'est quand on pense que c'est plus un enfant. Là. Nous, on fait ça à partir de 13 ans, on dit 13, teenager, c'est plus un enfant, puis on se casse ça comme. Mais en même temps, il y a des enfants de 14 ans qui sont 15 ans, puis qu'on reçoit de milieux, même de la DPJ, là, qui sont peut-être plus installés comme des adultes, et ont un appartement avec un bébé, puis qui sont peut-être des fois plus avancés qu'un adulte de 21 ans. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique, on ne sait pas. Alors, parenthèse pour dire que faut voir un peu comment on définit nos gens, puis la variabilité interpersonne peut être due à bien des choses. Fait que je vais couvrir la majorité de ces points-là, je pense. J'ai une vingtaine de diapos, fait que ça devrait aller correctement. Comme vous voyez, la rose des vents complètement à l'envers, parce que des fois c'est un peu mêlant, puis on perd le nord un peu quand on regarde tout ça. Mais c'est en faisant, je pense, c'est en faisant, pendant faisant, qu'on voit comme que ça prend du sens, puis l'espèce de design sort du brouillard, là, puis on voit un peu à quoi ça correspond. D'abord, une note sur les types de mesures de sommeil. Il y a des mesures subjectives. On parle souvent de la polysomnographie comme étant la règle d'or. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. On regarde deux réalités différentes. L'évaluation subjective, c'est le point de vue du dormeur. C'est la personne qui vient avec sa plainte. Si la personne a dit j'arrête de respirer la nuit et on ne trouve rien, ben, on a un problème. Notre job, c'est de trouver comment ça. Donc, la personne a dit ça qu'elle ne respire pas pendant qu'elle dort. La plainte, c'est là, elle dit ce qu'elle ressent ou ce qu'elle ne ressent plus. Je ne suis plus capable de m'endormir. On dit ce qui ne va pas. Alors que l'objectif, c'est nous et nos machines. La machine va décrire, va transcrire ce qu'elle détecte selon les paramètres qu'on a prévus, les ondes cérébrales, plein de choses. Puis si on est à côté de la traque, il y aura peut-être des informations qu'on ne collectera pas et qu'on n'aura pas, puis qui ne nous permettra donc pas de conclure sur ce qui s'est passé. Des fois, là, on peut faire des montages hyper complets. Nous, à la clinique, en tout cas, on fait des montages EEG complets à chaque fois. Puis ça nous permet de voir des choses. Donc, c'est assez important. On n'a pas parlé non plus de la thérapie d'une nuit à l'autre. Hein. Je vais parler de l'effet première nuit tantôt. L'effet première nuit, c'est un phénomène important, surtout si on va analyser les paramètres de sommeil et le jeu. Mais il y a aussi qu'une seule nuit, on peut passer à côté d'apnée du sommeil. Ça nous arrive, c'est pas rare que ça nous arrive, par exemple, qu'un adolescent très obèse vient au labo pour somnolence diurne, il s'endort, il conduit cet adolescent-là, puis s'endort au volant, tout ça, il vient au labo, puis un index d'apnée de 2,1 par heure. Moi, je trouve ça étrange. Souvent, on va demander une PCRS, là, un enregistrement ambulatoire des paramètres cardio-respiratoires au cours du sommeil, puis on envoie chez lui avec un équipement au moins pour au moins 2 nuits, qu'on puisse s'assurer si c'est bien ça. Puis des fois, effectivement, c'est ça, puis on ne comprend pas. Puis de toute façon, c'est pas nous autres à faire ça, c'est plus voilà, mais il faut faire attention à ça. Donc, moi, j'ai pour mon dire, en tant que clinique, en tout cas, c'est le patient qui a raison, ou ses parents.
Puis c'est à nous autres de comprendre, si la police ne nous dit pas ce à quoi on s'attendait, c'est à nous autres d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est quelque chose qu'on aurait pu mesurer de plus. Y a-tu approfondir des questionnaires, faire d'entrevues de toute façon, puis ça va nous en apprendre des choses. Puis ça va influencer ce qu'on recherche, les hypothèses qu'on a pour le G. Les deux sources d'information sont valables et sont utiles. Pour moi, c'est assez essentiel, du point de vue clinique en tout cas, c'est certain. Au cours de la nuit, Sonia en a parlé, là, on a beaucoup de sommeil lent profond au début de nuit. On a beaucoup de sommeil lent, de sommeil paradoxal en fin de nuit. C'est encore 1, 2, 3, 4. Là. Je garde mes diapos parce que j'ai un petit éditorial à faire de temps en temps sur le scoring du N3 puis l'avoir perdu de stade 4. Je pense que j'ai mis un exemple qui permettra de vous montrer quelque chose là-dessus. Nous, au labo, on score ESM hard the hard way, mais on se garde une petite parenthèse pour le stade 4 aussi parce que ça nous aide à détecter des choses qu'on ne verrait pas autrement. En pathologie, en tout cas, c'est certain qu'on va avoir des différences. Par exemple, les pourcentages des minutes de stade 3, puis on ne voit pas de différence en N3. Donc, le stade 4, c'est de la page de tracé a 50% et plus d'ondes lentes, alors que le stade 3 de HFNK, c'est entre 20 et 50%. Et donc, si on a moins d'ondes lentes, on a moins que 50% d'ondes lentes régulièrement sur une nuit de sommeil de quelqu'un, qui son N3 est équivalent, bien, ça veut dire quelque chose. Ça. Puis, point de vue fondamental, ça nous intéresse. Donc, ici, on parlait des statistiques un peu, là, pour mettre de façon graphique ce que Sonia a bien expliqué, que le délai d'endormissement, puis quand on lit un article, il faut vraiment aller voir quelle est leur définition du délai d'endormissement. Ce n'est pas tout le monde qui colle à l'ASM. Les règles de AASM, c'est surtout pour la clinique. En recherche, il y a encore des papiers qui publient avec d'autres règles ou qui adaptent les règles. Ça dépend de la question qu'on se pose. Pour ceux qui sont en neuropsy, vous savez, quand on définit c'est quoi, par exemple, la mémoire de travail, on va dire, bien, ici, dans ce papier-ci, la mémoire de travail, c'est ceci. Dans un autre papier, ça va être différent. Bien, souvent, on va le faire dans des papiers sur le sommeil. Donc, il faut aller voir quelles sont les définitions qu'ils ont prises, puis elles ne sont pas toujours complètes. Moi, quand je révise des articles, je demande toujours des définitions claires de ce que c'est le délai d'endormissement, délai d'inversion de sommeil paradoxal, etc. Par exemple, délai d'inversion de sommeil paradoxal, il y a des labos qui ne comptent pas les minutes d'éveil pendant cette période de délai-là, par exemple. Pour des raisons bien spécifiques, mais il faut aller voir comment ils ont défini ça. Alors, on va lier effectivement le stade N3 ou sommeil lent 3 en 3 et 4, mais nous, on va le séparer pareil statistiquement pour voir qu'est-ce qui en retourne. La période de sommeil, donc, c'est le temps, du moment que la personne est endormie jusqu'au réveil final. Ça, c'est la période de sommeil. La période de sommeil est faite par la somme des stades de sommeil et des réveils, des temps d'éveil. Et le pourcentage, comme l'a bien expliqué Sonia, c'est l'efficacité du sommeil. Les statistiques descriptives du sommeil, on les a vues. J'avais déjà ça comme diapo. Mais je veux mettre une note aussi sur le pourcentage puis les minutes. Par ça, on va exprimer les stades en pourcentage, mais les minutes sont très importantes aussi parce qu'on sait, par exemple, je reprendrai ça tout à l'heure, mais les courts dormeurs, des gens qui ne dorment pas beaucoup, 5 heures par nuit, qui ne sont jamais somnolents, qui dorment 5 heures par nuit, les fins de semaine, puis en vacances aussi, donc il y a des courts dormeurs, ça existe, ça, ces gens-là. Eh bien, ils ont le même nombre de minutes de sommeil lent profond à peu près qu'un dormeur long. Même quantité de stade 4, en tout cas, ça c'est clair, c'est très clair, ça a été bien montré plusieurs fois. Même nombre de minutes, mais en pourcentage, pas la même affaire. Parce qu'avoir 65 minutes de sommeil lent profond sur 300 minutes de sommeil ou sur 480 minutes de sommeil, ça ne donne pas le même pourcentage. Pour ça, on a le même nombre de minutes. Puis, à certains égards, quand on fait une association entre le sommeil et les fonctions diurnes, par exemple, il peut s'avérer que c'est des minutes qu'on a accumulées en sommeil qui sont importantes pour accomplir correctement une tâche, une certaine tâche, et non pas le pourcentage. Donc, les minutes sont assez importantes. Puis la distribution par tiers est importante aussi pour voir si le sommeil est bien équilibré, etc. Donc, c'est relativement important. Le sommeil paradoxal, c'est tellement un état particulier, c'est l'agencement de bien des réseaux neuronaux qui font en sorte qu'on va avoir 3 affaires en même temps, puis c'est parce que c'est les seuls qu'on mesure, les mouvements des yeux, les ondes cérébrales, puis la tonie musculaire. Mais ces 3 réseaux différents qui sont coordonnés par un chef de gare qui va s'arranger pour que tout le monde fonctionne comme il le faut. Puis ces 3 réseaux différents, ce qui fait que ça peut apparaître à des moments différents. Sommeil paradoxal, vous verrez ceux qui n'ont pas vu encore, c'est fascinant. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un travaille sur le sommeil et n'a jamais été dans un labo voir une nuit. Vous allez voir que le sommeil paradoxal commence par parfois les yeux, parfois la tonie musculaire, parfois le EEG. Le EEG est bien particulier, il y a des ondes en dents de scie qu'on appelle, là, qui sont assez particulières, qu'on va apparaître d'abord. Quand moi, puis certains d'entre vous ici, ont connu les polygraphes avec plume, encre et papier.
Et puis, le grand avantage de ça, c'est que même si on s'endormait un petit peu, quand on s'endormait un peu dans le labo, ben, dès que les plumes arrêtaient de gratter le papier fort, les plumes de DMJ, on savait que le sommeil paradoxal s'en venait. Puis là, la salle devenait silencieuse. Ça s'en vient. Et puis, on pouvait vérifier immédiatement, faire attention un petit peu à ce que c'est. Puis, c'est 3 systèmes neuronaux différents, coordonnés ensemble par une horloge qui va les amener ensemble, mais c'est des choses différentes. Donc, la période de SP ben, peut être interrompue donc, par différents éléments quelconques. Je vais vous montrer des exemples tout à l'heure qu'on a analysés. Donc, c'est le premier écran ou la première page, la première époque de sommeil paradoxal. Puis la période va se terminer lorsque 2 écrans de SP sont séparés par plus de 15 minutes d'un éveil ou d'un des stades N. Donc, une période, c'est comme la période de sommeil. La période de sommeil, c'est du moment qu'on s'endort jusqu'au réveil final, puis il peut y avoir des réveils à travers. Une période de sommeil paradoxal, c'est des pages ou des époques de sommeil paradoxal qui peuvent parfois être interrompues par moins de 15 minutes de quelque chose. Et puis, quand ça reprend, c'est correct. Puis, pourquoi 15 minutes? C'est Jacques Monplaisir qui avait fait un papier des années 1978. Vos parents ne pensaient même pas aux autres. Qui a accumulé, qui a fait, il a ploté les intervalles entre 2 époques REM, puis ça a rendu compte que c'était bimodal. C'était soit de 0 à 15 minutes ou vraiment soit des 10 minutes. Puis entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas souvent des intervalles de 55 minutes entre 2 époques de stade REM. Ça soit de 1 à 15 minutes, un intervalle, une interruption, soit les 15-80 minutes ou plus. Donc, ça a été décidé comme ça. C'est comme ça qu'une période de sommeil paradoxale, on prend le critère 15 000 interruptions pour ça. Ça sert parce que l'efficacité du sommeil paradoxal, par exemple, dans la narcolepsie, est souvent inférieure à 75 minutes. Le sommeil paradoxal est particulièrement fragmenté et pas nécessairement le sommeil total, mais le sommeil paradoxal, lui, est particulièrement fragmenté. Donc, c'est un indice intéressant. Et c'est ainsi qu'on calcule l'efficacité du sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, donc, c'est fait en événements toniques et phasiques. Sonia nous a bien décrit l'atonie musculaire, puis le tonus musculaire tonique ou non. Mais le EEG est aussi un événement tonique. Ça veut dire que c'est présent pendant toute la période, ou à peu près toute la période de sommeil paradoxal. Le EEG est désynchronisé, faible amplitude, fréquence élevée. L'atonie musculaire est présente aussi tout le temps. Puis on va voir aussi de façon plus ou moins tonique une érection, vasodilatation des organes pelviens. Chez l'homme et chez la femme, c'est pareil. C'est attribuable aux variations par l'élévation, aux variations de la pression sanguine. Si on devrait voir ça, ben, au moins on ne prend pas cette 3e mesure-là dans les laboratoires bien souvent, c'est des laboratoires spécialisés. Mais l'EEG et l'atonie musculaire, oui. Alors que les éléments phasiques arrivent par phase, arrivent par bouffée. Clairement, le mouvement clair rapide, comme on a eu de très belles illustrations de ça. Puis les contractions de l'oreille moyenne font la même chose aussi. On ne le mesure plus tellement, mais on peut mettre, par exemple, des bouchons dans les oreilles. Et quand les tympans bougent, ça change la pression entre le bouchon et le tympan. Et ce signal-là de changement de pression est envoyé au polygraphe. On peut voir des mouvements des tympans. Donc, les tympans bougent comme si on entendait quelque chose. La chaîne des osselets est entraînée par les muscles de l'oreille moyenne qui contractent. Ça fait bouger les tympans comme si on entendait de quoi. Ça s'est projeté au lobe temporal de la même façon que les mouvements des yeux peuvent peut-être envoyer des signaux au lobe occipital. Contraction des bulles d'oreille moyenne, irrégularité du pouls de la respiration. Non seulement le pouls et la respiration sont élevés, mais sont très variables. C'est pas rare d'avoir des extrasystoles cardiaques en sommeil paradoxal, c'est pas rare d'avoir des apnées. On regarde, nous, chez les enfants, souvent, on voit un ratio d'index d'apnée vraiment différent en sommeil paradoxal qu'en sommeil lent. Et puis, c'est important à prendre en considération ça. Et puis, on voit des clonies de la face des extrémités. On voit ça beaucoup chez les bébés, chez les petits minous, ceux qui regardent YouTube souvent. On va souvent avoir des petits chats qui bougent des papates, puis qui bougent des vibrisses. Les enfants, ils n'ont pas de vibrisses, mais ils vont bouger de la bouche, ils bougent des doigts. On pense qu'ils sourient, mais ils font toutes sortes de grimaces, en fait, ils bougent des doigts. Donc, c'est des aspects qui échappent à l'atonie musculaire de façon clonique, très rapide, des petites secousses des fois. Ce qui est bien différent d'avoir une atonie musculaire, un tonus musculaire qui revient pendant assez longtemps. Donc, ça aussi, comme les événements toniques, ça met en jeu des réseaux neuronaux bien particuliers, diversifiés, qui sont agencés ensemble. Quand on a un sommeil paradoxal, c'est quand tout ça est ensemble, là, on a le sommeil paradoxal. Ça ne prend pas grand-chose. Un médicament, une contrariété ou un inconfort, puis ça va changer notre sommeil paradoxal. Ah oui, donc la différence entre le sommeil paradoxal tonique et phasique, on voit que le cerveau ne répond pas de la même façon. Ici, on a du potentiel évoqué, par exemple. Ça, c'est les mouvements des yeux verticaux, DOG, en sommeil paradoxal tonique ou atonique.
on voit qu'il y en a plus évidemment en REM phasique, parce que le REM phasique est déterminé comme étant des époques de sommeil paradoxal pendant lesquelles les yeux bougent. Puis, par exemple, en recherche sur des rêves, souvent, les gens vont réveiller les sujets pendant une période phasique pour être certain d'avoir un contenu émotif pendant les rêves. Par exemple, il semblerait que ça serait plus actif, plus émotif pendant le REM phasique. Mais on voit que les réponses sont présentes en REM tonique, ne sont à peu près pas présentes en REM phasique, peu importe l'électrode que l'on prend, quand il y a une stimulation auditive, et puis que la personne a appris pendant la journée, voici le son que tu vas entendre souvent, puis voici un son déviant que j'aimerais que tu détectes. Et puis, on voit bien qu'il ne détecte pas grand-chose dans le sommeil paradoxal phasique, mais en sommeil tonique, oui, ça, on le détecte un peu. On voit ici, à droite, ici, des régions qui sont allumées à l'éveil avec des stimulations auditives. Puis on voit qu'en sommeil paradoxal tonique, parfois, ça allume, plus ou moins. C'est pas très convaincant, mais on en voit un petit peu ici, alors qu'il n'y a pas grand-chose ici en sommeil paradoxal phasique. Donc, c'est vraiment deux états qui peuvent être différents aussi, qui peuvent permettre certaines choses ou pas. Apparition de pointe épileptique, par exemple, apnée du sommeil, tout ça va dépendre des réseaux neuronaux qui sont coordonnés ensemble ou pas. Donc, ça va être assez important. Ce qui est très important aussi, c'est de savoir nos sujets, quel est leur somnotype, leur chronotype. Chronotype, vous savez tous, bon, type matinal et type du soir, ce qu'on préfère faire nos activités le matin, nos activités de travail, par exemple, le matin ou le soir. Puis, mais dans chaque groupe, il peut y avoir des courts dormeurs et des longs dormeurs. Donc, les 4 permutations sont possibles. On peut être court ou long dormeur type matinal, court ou long dormeur type du soir. Ça dépend du moment où est-ce qu'on place notre horaire de sommeil, comment temps dure notre période de sommeil. Et ça va changer bien des choses, y compris l'EEG. Une partie de l'EEG qui est guidée par des horloges circadiennes, d'autres non. Donc, ça peut jouer un rôle assez important aussi. Sommeil essentiel et sommeil optionnel, c'est un concept qui est vieux, que moi j'aime bien parce que ça colle à certaines choses. C'est pas tout qui est resté vrai, mais bien les choses sont bonnes. Beaucoup de trop de texte, là, c'est pas comme ça que je montre à faire des diapos d'habitude. Il y a beaucoup de trop de texte, mais j'ai fait ça un peu à la dernière seconde. Donc, ce gars-là, Horn, est-ce qu'il est cité quelque part, là? Il est disparu. Ah, il est là. Cette personne-là, c'est un Britannique qui faisait beaucoup de manip, lui, un peu comme Robert Stiggold fait maintenant, des tâches neuropsy, mais très quotidiennes. Par exemple, il faisait faire du lèche-vitrine aux gens pendant toute une journée. Donc, exploration frontale, qui disait, recherche de cohésion, puis tout ça. Puis, regardez comment il dormait ensuite. Ça ressemblait un petit peu aux tâches que Stiggold fait ou que bien d'autres gens font maintenant. Là, conduire un vélo avec un guidon qui va tourner dans le sens inverse que le sens dans lequel on tourne le guidon, par exemple. C'est des tâches qui sont vraiment dans le quotidien. Il s'est rendu compte, d'une part, que les 5-6 premières heures d'une nuit, pour tout le monde, peu importe l'horaire, peu importe le moment choisi de l'horloge, c'est vraiment les 5-6 premières heures qui sont cruciales. Mais je dis cruciales. Les autres heures ont un rôle à jouer, mais vraiment crucial, essentiel pour le bien-être et pour le cerveau. Ce sont les 5-6 premières heures de la nuit, dit-il, lui. Les stades 1 et 2, qui sont à peu près 50% du nuit total de sommeil, c'est une marge de réserve. Il n'a pas pris ces mots-là, mais c'est comme ça que je le conçois. C'est optionnel pour lui. C'est plus qu'optionnel, je pense, mais c'est une marge de réserve qu'on peut adapter aux besoins ponctuels. Effectivement, j'apprends une tâche sensorimotrice, je risque de faire plus de fuseaux la nuit suivante, par exemple, donc plus de stade 2 possiblement, ou encore plus de fuseaux dans la même période de temps. Faut distinguer ça. Et donc, ça peut nous servir, ça, à quelque chose. D'autres, à faire plus de stade 3-4 si on a la fièvre, ou à faire plus de stade 3-4 si on a besoin de compenser homéostatiquement, par exemple. On peut les piger dans la banque de 1 et 2, puis faire plus de stade 3-4 avec ça. Augmenter nos minutes ou nos pourcentages de stade 3-4. Notre coquille ici, vous voyez, je fais ça peut-être un peu vite là, ce matin. Je voulais améliorer mes affaires. Les courts dormeurs ont le même nombre de minutes de N3, en fait, c'est de stade 4. Hein. Ont le même nombre de minutes de stade 4 que les longs dormeurs, 32 minutes. Ce qui fait que ce n'est pas le même pourcentage, comme je vous disais tout à l'heure, quand on regarde le pourcentage de stade 4. Donc, ces minutes de stade 4-là feraient partie du sommeil essentiel, si on a vraiment besoin, ce qui est crucial pour le bien-être et pour le cerveau. Il y a juste une partie du sommeil perdu lors d'une privation totale de sommeil qui est retrouvée la nuit suivante, soit 100% de sommeil lent profond, le stade 4, c'est ce qu'on mesurait à l'époque, puis 50% de sommeil paradoxal. Le reste, on se dit, ben, okay, on a assez de ça pour faire une journée, quand on se rattrape, puis le surlendemain, on n'est pas si pire que ça. Donc, c'est suffisant, c'est ce qui est crucial vraiment. Le reste, c'est optionnel ou c'est une marge de manœuvre qu'on se donne. Effectivement, un exemple, les antidépresseurs, par exemple, vont bloquer le sommeil paradoxal.
complètement les premières nuits, puis on bloquait à peu près 50% du sommeil paradoxal après 2, 3 semaines. Ça va rester comme ça tout le temps, tant que la personne prend son antidépresseur. Or, il n'y a pas de données qui montrent vraiment clairement que des personnes déprimées qui prennent un antidépresseur ont des déficits neuropsy quelconques parce qu'ils ont 50% moins de sommeil paradoxal. Ça montre donc qu'on a peut-être une marge de manœuvre ici qu'on peut réussir, avec laquelle on peut réussir à jouer. Ici, on ne parle pas de perdre des minutes de sommeil total. On parle de remplacer ce 50% de sommeil paradoxal-là par autre chose en sommeil. Parce qu'on sait que perdre 1 heure de sommeil en total peut avoir un effet sur notre fonctionnement ou sur notre humeur. Et sommeil paradoxal, peut-être capable de tolérer d'en perdre un peu. Selon l'âge maintenant, il y a des stats. On avait déjà des statistiques grâce à un livre écrit dans des années, il y a longtemps, qui montrait c'est quoi, par tranche d'âge de 5 ans, je pense à peu près, là, c'est quoi le pourcentage de stade 1, 2, 3, 4, le temps total, des wake time after sleep onset, tout ça, on nous montrait tout ça, puis ça doit être des normes. On refait nos normes, pour les adultes, il y en a un peu, puis c'est pas les normes du graphique du besoin de sommeil qu'on nous montre toujours, là, en orange et brun, là, ça c'est autre chose. C'est 20 personnes qui ont décidé entre eux autres comment ça devait être. Mais dans la littérature, il y a des pourcentages qui commencent à plus en plus illustrés, chez les enfants aussi d'ailleurs. C'est d'avoir des ensembles importants, hein, des grandes cliniques, on peut avoir 2000, 3000 tracés, puis voir c'est quoi la moyenne des sujets sains qu'on avait, qui sont venus, puis qui n'avaient rien finalement. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Encore faut-il faire attention qu'il n'y ait pas d'effet première nuit, dont je vous parlerai. Donc, on voit qu'au fur et à mesure, notre temps total de sommeil diminue. Quand on est rendu plus âgé, on passe de 550 minutes à peu près jusqu'à 450 minutes à peu près. On a perdu un petit bout de sommeil. Le délai d'endormissement va varier un peu on parle de selon l'âge, toutes choses étant égales, puis va augmenter à mesure qu'on accroche sur les 5 ans, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent, autant du niveau physiologique, au niveau psychologique et social. On a plus de bobos, plus de médicaments, plus de sécurité financière, affective, etc. Ça peut nous faire un sommeil un peu plus léger. Les réveils, donc, sont plus importants. Le sommeil paradoxal est pas mal stable jusqu'à temps qu'on ait à peu près 65 ans. Ça diminue un peu, mais pas tant que ça. C'est le sommeil lent profond qui mange une volée à mesure qu'on vieillit, à mesure qu'on vit au monde. Dès qu'on vit au monde, on perd du sommeil lent profond. Donc, ça baisse jusqu'à temps qu'il n'y en ait à peu près plus. Déjà, moi, je dormais au laboratoire, à mon labo, aux 4-5 ans. Puis Élise, scorait minuit. Puis à 45 ans, j'avais plus de sommeil lent profond. Elle me mettait une page de stade 3, juste pour être fine, pour que j'aie une statistique de délai d'apparition du stade 3, là, de sommeil lent profond. Mais j'en ai plus depuis l'âge de 45 ans. Je suis encore vivant. C'est pas si pire que ça. Puis stade 2, lui, reste à peu près égal, parce que c'est l'espèce de vase de compensation qu'on garde. Et puis le stade 1, lui, va augmenter avec l'âge aussi. Donc ça change avec l'âge. Puis c'est de l'image qu'on prend toujours, puis j'ai acclimaté en français. Là. Donc, vous voyez qu'il y a un hypnogramme, on dit, bon, d'un coup d'œil, on peut voir un hypnogramme, qu'est-ce qui est différent d'une personne à l'autre. On peut voir d'un âge à l'autre aussi. Beaucoup de sommeil lent profond, de moins en moins. Sommeil paradoxal régulier qui augmente avec la nuit, ça change un petit peu. Puis quand on est une personne âgée, ça se distribue à peu près n'importe quand. Pas de réveil ou à peu près pas. De plus en plus de réveil, de plus en plus de stade 1. Donc, ça change, vraiment un pattern qui change beaucoup. Et même, on vient de soumettre un papier, puis on nous a reproché que notre groupe d'enfants était de 8 à 12 ans, ils disaient mais entre 8 et 12 ans, ça en passe des choses, puis il ne faut pas faire ça, il faut en avoir. Bon, il ne faut pas trop s'énerver, je trouve. Je n'ai pas répondu ça, mais j'ai répondu correctement. Mais c'est pas si grave que ça, mais il y a quand même quelque chose qui se passe avec l'âge. Il faut faire quand même attention à ça. Puis pour le G, c'est très, très clair qu'il se passe quelque chose. Même, il y a des banques maintenant disponibles. Hein. Il y a une banque de plusieurs milliers de tracés en EEG aux États-Unis qui est accessible maintenant là, par Campbell et j'ai oublié le nom de l'autre. Où est-ce qu'on peut aller travailler là-dessus. Puis il y a plein de choses qui sont découvertes de plus en plus. Là. Puis des papiers de Mary Carskadon qui montrent aussi comment le sommeil lent s'organise chez les adolescents. C'est intéressant. Voici comment 4 cas de sommeil paradoxal dissocié. Il y a ces 3 systèmes qui doivent être mis ensemble. Puis on a essayé de voir, nous, chez les personnes schizophrènes qui venaient dormir au labo, sans avoir jamais eu de traitement, premier épisode psychotique, qu'est-ce qu'il y avait comme sommeil. Puis on a identifié avec Élise Chevrier, puis un stagiaire postdoctoral, Fabien Quenolé. On a identifié 4 choses. D'abord, la transition du sommeil lent au sommeil paradoxal, qui montre un EEG désynchronisé, bas voltage, fréquence mixte, comme on a l'habitude. Des fuseaux de complexes K qui se mélangent à ça, de l'atonie musculaire, pas de mouvement oculaire rapide. Donc, ça serait ça ici. On voit ici, il y a un genre de petit complexe K, peut-être un petit fuseau ici, rien au milieu, donc plus la moitié serait du sommeil paradoxal. Mais
On voit qu'il y a des gens qui viennent contaminer quand même sur cette époque-là, puis il n'y a pas de mouvement oculaire rapide. Donc, on reculerait normalement jusqu'ici parce qu'il y a un fuseau, donc c'est pas de sommeil paradoxal, mais on est en transition, ce qu'on appelle déjà le stade de sommeil intermédiaire. Ici, on a le sommeil paradoxal sans mouvement oculaire rapide. On saurait qu'on se carrait sommeil paradoxal, il n'y a rien qui vient contredire, mais il n'y a pas de mouvement oculaire rapide, donc on est en sommeil paradoxal quiescent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement oculaire rapide. On sert de ça, nous, par exemple, pour analyser le EEG quantifié, parce qu'on n'a pas de bon filtre, nous, en tout cas, pour enlever les artefacts causés par l'EEG. Donc, ça donne quelque chose d'un peu particulier. Il y a du sommeil paradoxal, ce qu'on connaît le plus, je pense, sommeil paradoxal, le tonus musculaire sur plus de 50% de l'écran. Donc, du tonus ici, très présent. Il y a quand même un mouvement oculaire rapide. L'EEG est comme ce à quoi on devrait s'attendre. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'activité EEG. Donc, la partie responsable de l'anatomie musculaire, des voies descendantes qui font ça, que j'ai vraiment décrit, je pense, la semaine passée, mais ne sont pas actives. Les motoneurones ne sont plus hyperpolarisés, ils peuvent avoir des bursts, montrer une hausse du tonus musculaire ici. Donc, c'est une partie du sommeil paradoxal, ça aussi. Puis ici, ce qu'on voit pas si rarement que ça chez les enfants, c'est, par exemple, des mouvements oculaires rapides en plein stade 2, ou on voit des fusions en plein sommeil paradoxal, par exemple. Donc, il y a vraiment un mélange de sommeil lent mélangé avec des signes de sommeil paradoxal, en particulier les mouvements oculaires rapides. Donc, les synchroniseurs des différents états de sommeil paradoxal qui, ensemble, dans le sommeil paradoxal, peuvent être dissociés les uns des autres et apparaître à peu près n'importe quand. Ça arrive au début du sommeil paradoxal, quand il s'annonce et qu'il s'en vient. Ça arrive à la fin d'une période aussi, quand il commence à se désagréger, quand on tombe en sommeil lent profond. En plein milieu, parfois, ça peut apparaître dans certains cas. Puis tout ce qu'on a trouvé, par exemple, chez les personnes schizophrènes, c'était le sommeil paradoxal du tonus musculaire, c'est ce qu'on voyait plus, on ne voyait pas le reste. Il y avait quand même 2-3% de nos tracés de contrôle et de nos tracés des schizophrènes qui montraient les trois autres types de dissociation. Donc, c'est des choses qui existent, ça. Puis il faut s'entendre sur ce qu'on fait avec ça quand on le fait. Petite note à la fin, une autre note éditoriale, que les fuseaux, c'est pas de l'activité sigma. Souvent, on va confondre les deux dans la littérature. On va dire, ah, on étudie les fuseaux de sommeil, tu de papier, finalement, on analyse l'activité sigma. Parce que c'est la même quantité de Hertz. C'est 12 à 14, 12 à 15 Hertz dans les deux cas. Malheureusement, on a donné le même nom aux deux. On dit, bon, ben, l'activité delta et les ondes delta, c'est pas la même affaire. On parle d'ondes lentes. Les fuseaux, c'est des formes d'ondes. Je ne sais plus quel terme a pris Sonia tantôt, là, avait un bon temps pour dire bon, que c'était petit, ça venait gros, c'était petit. Ça vient en fait parce que ça ressemblait supposément à un fuseau de fil. Quand on tisse de la laine, ça va sur un fuseau. C'est ça, un spindle, un vrai spindle. C'est ça, c'est comme les cellules en fuseau aussi dans les muscles. Ça ressemble à ça. Puis là-dessus se greffe plein d'affaires, d'autres événements qui peuvent faire en sorte que les fuseaux sont différents un petit peu. Puis il y a autant de modèles de fuseaux qui existent pour tisser de la laine, qu'il y a des fuseaux chez des gens aussi. Un fuseau d'un adulte, c'est pas comme un fuseau d'enfant. Un fuseau d'une personne autiste, c'est pas comme un fuseau d'une personne non autiste. C'est vraiment différent, ce qui fait en sorte que les détecteurs de fuseaux vont marcher pour certaines catégories, puis pas pour d'autres. Il y a un excellent papier qui est sorti sur les fuseaux dans la schizophrénie, par exemple, qui ont pris des détecteurs puis qui ont montré l'équivalence, c'était très, très bien, ça se scorait très bien chez les schizophrènes autant que chez les contrôles, puis c'était foolproof. C'était très, très, très bien fait. Dans d'autres cas, quand on compare, par exemple, nous, les détections de fuseaux qu'on fait au labo visuellement par deux personnes qui s'entendent, on passe le détecteur à son, on ne trouve pas la même affaire. C'est pas que c'est pas bon, les détecteurs, mais on ne mesure pas nécessairement la même chose. Peut-être qu'on mesure une composante qui n'est pas présente chez les autistes. Peut-être que chez les autistes, on mesure une composante qui n'est pas détectée par le détecteur de fuseaux. On a beaucoup à apprendre de ça pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Puisque les fuseaux corrèlent avec certaines fonctions, le QI, la performance motrice, etc., l'apprentissage sensoriel-moteur, ça serait peut-être important de le savoir. Alors que l'activité sigma, c'est une extraction de tout signal sur le tracé qui a une fréquence de 12 à 15 Hz avec certains paramètres dans l'algorithme détecté, mais ce n'est pas la même affaire qu'une forme d'onde. De la même façon que quand on peut détecter, par exemple, de l'activité delta sommeil paradoxal, alors qu'il n'y a pas une fusion de delta sommeil paradoxal, ben, c'est parce qu'il y a une activité qui a une certaine forme, une certaine fréquence. Donc, c'est très, très important de s'en rappeler. Voici l'activité delta en sommeil lent, par exemple, puis voici de l'activité qu'on peut avoir en sommeil du sigma, par exemple, du sigma en sommeil lent, et puis du sigma en sommeil paradoxal. Donc, on le retrouve en arrière. Il y en a du sigma en sommeil paradoxal. Pourtant, il n'y a pas bien de fuseaux. C'est des ondes qui ressemblent à ça. Puis c'est plutôt de l'alpha qui commence à ressembler à des fuseaux. Donc, on peut confondre des choses. Il faut vraiment, vraiment faire attention. Et bon, j'espère que vous retiendrez ça et que vous en parlerez à vos étudiants ou à vos patrons. Roger, avant que tu passes je vais sourire depuis tantôt. Qu'est-ce qu'elle va faire?
J'ai une question pour toi, en fait, une question des étudiants concernant les fuseaux, donc peut-être ta diapo précédente, à savoir, est-ce qu'on utilise les fuseaux pour faire des diagnostics, entre autres pour la psychopathologie, ou c'est une observation possible, mais qu'on utilise en recherche, mais sans que ce soit Jamais de la utilisé en vie, jamais de la clinique? vie, puis Sonia l'a bien dit tantôt, ou Hélène, on ne sait pas d'un hypnogramme, puis ça prend une entrevue clinique la grande majorité du temps. On ne peut pas se servir de ça pour faire un diagnostic. Depuis toujours, je pense que les gens cherchent les biomarqueurs d'une maladie. En particulier, moi, je m'intéresse surtout aux maladies mentales. Ah, un sommeil paradoxal qui arrive rapidement, c'est vraiment un biomarqueur de la dépression. C'est pas vrai pantoute. Dans les troubles alimentaires, on le trouve. Dans les PTSD, on le trouve. Dans d'autres troubles de santé mentale, on le trouve aussi. Il n'est vraiment pas question de servir de ça. Un trouble de santé mentale, en tout cas, c'est un problème de santé mentale. Ça prend l'ensemble des informations nécessaires à un diagnostic. On s'en sortira pas. Il y a de plus en plus, dans mon département universitaire, on est de plus en plus charmé par la psychiatrie computationnelle qui se sert de l'intelligence artificielle pour de tirer l'information essentielle qui va donner c'est quoi l'essence d'un trouble psychiatrique, mais dans différentes sphères, biologiques, sociales, personnelles, etc. Mais pas un tracé de sommeil tout seul. Non, on dénature le phénomène qui nous intéresse, un diagnostic, par exemple, on le dénature. Pour les apnées du sommeil, c'est très clair. Pour les jambes, pour les mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil, c'est quand même assez clair. Mais dans d'autres cas, pas du tout. Même l'insomnie ne se diagnostique pas, mais pas pantoute, avec la polysomnographie. C'est au questionnaire, selon les habitudes. Tant de fois qu'on se réveille par nuit, pendant tant de temps, pendant 3 mois. C'est un diagnostic comportemental, puis il faut qu'il y ait un impact sur le fonctionnement du diurne. Donc, la polysomnographie ne nous aide pas à ça. Par contre, elle est essentielle, la polysomnographie, pour écarter d'autres diagnostics possibles qui vont se superposer ou qui vont accompagner le phénomène qui nous intéresse par l'insomnie. Que cette insomnie-là fait aussi des apnées ou mouvements de jambes ou d'autres choses, puis est-ce qu'on peut dissocier les deux? Je suis en traite un, est-ce que je guéris l'autre, etc. Donc, ça s'avère assez important, mais pas pour le diagnostic. Roger, il y a une autre question aussi par rapport à la latence du sommeil paradoxal. La question, c'est, j'avais comme notion qu'une latence courte de sommeil paradoxal était un marqueur de dépression. Quelle est l'évidence pour ou contre de cette courte Comme je disais latence-là? tantôt, il y a beaucoup d'autres maladies psychiatriques qui le montrent, troubles alimentaires, PTSD, il y en a un qui m'échappe. On le voit toujours. C'est assez variable. Il y a des délais d'adaptation très courts, dans 10-15 minutes, comme dans la narcolepsie, ce qu'on a vu tout à l'heure dans les tracés que Hélène nous a montré. Ça, c'est assez clair. Dans la dépression, c'est variable. Les familles des personnes déprimées en montrent aussi. Il y a des études qui ont étudié, des chercheurs qui ont étudié le sommeil de patients déprimés qui sont guéris et de leur famille, puis il y a des choses qui les distinguent, des choses qui les distinguent toujours pas. Par exemple, les orages de mouvement oculaire qu'il y a, qu'on voit dans la première période de sommeil paradoxal, la dépression, ça disparaît avec l'amoindrissement des symptômes. Par contre, la capacité d'avoir un sommeil paradoxal rapide puis pas beaucoup de sommeil lent profond, ça reste. Puis la fratrie immédiate montre de certains de ces signes-là aussi. Donc, c'est pas spécifique à l'état. Certains signes sont un trait, d'autres signes font partie de l'état de la personne à ce moment-là. Et la famille montre aussi de certains de ces traits, de ces mêmes traits-là. Donc, c'est pas caractéristique, non. On le sait, il y a la grande méta-analyse, c'est celle de Ruth Benka, dans les années 90, je pense, qui avait pris plusieurs diagnostics psychiatriques, puis qui regardait ce qui était pareil puis pas pareil. C'est encore cité régulièrement. C'était vraiment super bien fait. Puis d'autres méta-analyses maintenant qui le montrent. Nous, on en a fait une sur la schizophrénie qui montre qu'il y a bien souvent un délai d'apparition de sommeil paradoxal qui est rapide, mais ça n'a pas tenu la route avec la méta-analyse, c'est pas un signe distinctif. La latence au sommeil l'est, le manque de sommeil en profond l'est, peut-être pas l'apparition rapide du sommeil paradoxal. Merci, Roger, c'était super clair. Ah, t'avais rien pour m'astiner, Sonia? Je pensais que tu avais quelque chose à dire, puis tu souriais tout le long, puis je me disais, elle va me poser une Moi, question. ça, non, pas du tout. J'ai rien pour t'ostiner du tout. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mais je trouve ça, dans le fond, j'aurais comme peut-être deux choses à rajouter ou à te questionner. La première par rapport au fuseau, le fait qu'on ne le calcule pas en clinique. Dans nos rapports de sommeil, on n'a pas on s'attarde pas tant à la durée du fuseau, à la densité des fuseaux comme information clinique, alors que pour les mouvements de jambes, pour l'apnée du sommeil, on le fait.
Puis l'autre chose, c'est par rapport au sommeil paradoxal, est-ce que tu peux nous... c'est quoi l'explication physiologique de la courte latence qu'on voit dans les psychopathologies? Deux possibilités, bon, plus que ça, mais la principale, c'est en fait plus l'appauvrissement du sommeil lent profond. Et puis, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Moins qu'on a de sommeil lent profond, plus que le sommeil paradoxal peut arriver vite. Parce que comme le modèle que j'ai montré hier, la semaine passée, c'était comme c'était hier, il y a un système qui est permissif au sommeil paradoxal. Ça ne permet ou ne permet pas. Ce système permissif-là est actif en éveil par sommeil lent, puis il utilise surtout la noradrénaline puis la sérotonine, qui sont les neurotransmetteurs utilisés par les antidépresseurs, qui est des molécules qui donc vont augmenter la neurotransmission, qui vont d'ailleurs décaler le sommeil paradoxal, vont le repousser un peu, mais pas normaliser, mais le repousser. Et ça va augmenter le sommeil lent profond. Puis on sait que les agonistes des récepteurs 5-HT2, par exemple, vont augmenter le sommeil lent profond. Des gens qui prennent du risperdal, par exemple de la risperidone, qui est un antipsychotique qu'on prend aussi pour s'endormir plus vite, les effets secondaires indésirables, mais ça augmente le sommeil lent profond, par exemple, parce que c'est le gating un petit peu pour le sommeil lent profond. Donc, s'il apparaît plus vite, on se demande, est-ce que c'est parce qu'il y a une pression de sommeil paradoxal? Peut-être pas, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de sommeil lent profond pour l'empêcher d'arriver. La question de la pression de sommeil dans la narcolepsie, l'interprétation est peut-être inverse. C'est peut-être parce que le sommeil paradoxal est fragmenté qu'il arrive plus vite, parce qu'on serait encore en pression tout le temps d'avoir le sommeil paradoxal quand on a la narcolepsie, ce qui fait qu'on aurait des événements de sommeil paradoxal le jour, des hallucinations, des paralysies, la cataplexie par exemple. Puis un élément en appui à ça, c'est qu'il y a un médicament qui consolide le sommeil paradoxal. Je disais que le sommeil paradoxal est fragmenté, l'efficacité souvent en bas de 75%, un paramètre que je vous ai montré. Quand on donne ce médicament-là, qui est on a changé de nom, c'est du GHB en fait, mais le GHB a eu fort mauvaise presse parce que c'est la drogue du viol, ce qui n'est pas nécessairement vrai, là, c'est mélangé à d'autres choses. On l'appelle ça maintenant de l'oxybate de sodium, ça s'appelle le Xyrem, le nom commercial. XYREM. Quand on prend ce médicament-là qui se prend par la bouche en sirop, ils sont en train d'essayer de trouver comment on pourrait faciliter ça. Quand on le prend, ça nous endort vite d'abord. Puis le sommeil paradoxal des personnes narcoleptiques devient consolidé. Il revient avec une efficacité du sommeil paradoxal très, très élevée. Puis le lendemain, plus de cataplexie. On s'est dit, bien ça, c'est peut-être parce qu'il n'y a plus de pression pour avoir le sommeil paradoxal le lendemain parce qu'il était tellement fragmenté. De la même façon, analogiquement, que si j'ai le sommeil fragmenté pendant la nuit, je vais m'endormir le jour. Pour certaines tâches, il y a certains méta-analyses qui montrent que quand on a un sommeil fragmenté aux 10-15 minutes par un petit réveil, c'est quasiment pire que d'avoir une nuit blanche complètement parce que notre cerveau passe son temps d'un état à l'autre. Ça affecte certains types de tâches en particulier. Le sommeil paradoxal serait peut-être pareil. Quand on le fragmente, ça cause des effets le jour. Chez les narcoleptiques, quand on va le sommeil paradoxal fragmenté, ça fait qu'on a des attaques partielles de sommeil paradoxal, cataplexie, hallucination, etc. Donc, c'est deux façons différentes d'expliquer ces deux phénomènes. Merci. Ça marche. Donc, on passe des fuseaux. C'est des exemples ici de fuseaux. On voit par exemple des sujets. Ici, il y a 13 sujets qui ont appris à associer des paires de mots. On voit tout le temps pompier, camion, papillon, chenille, ces affaires-là. Puis des paires de mots qui ne sont pas associés nécessairement. Puis mes exemples marchent jamais, sont toujours associés, là, mais on peut penser à des mots qui ne sont pas associés. Et puis on voit ceux qui ont bien réussi puis pas bien réussi. Puis selon l'augmentation de la densité des fuseaux après avoir appris. Donc, il y en a qui vont montrer beaucoup d'augmentation de fuseaux, d'autres très peu, beaucoup, très peu, etc. Selon ceux qui ont le mieux appris, le moins bien appris, ceux qui ont mieux appris, ou inversement, je ne me rappelle pas, je suis désolé, là. Vous pouvez voir cette référence-là qui est, désolé, du labo de Bjorn, c'est un excellent papier. Or, on voit l'activité sigma moyenne analogie de ces mêmes 13 sujets-là parfaitement superposés pour tout le monde, même si il y a une grande variabilité de fuseaux, il n'y a pas développé 0 point barre dans la puissance sigma ni ailleurs d'ailleurs de ces sujets-là. Donc, c'est vraiment deux choses différentes, les fuseaux et le sigma. Vraiment, vraiment important. Ça, les fuseaux augmentent avec l'apprentissage, l'activité spectrale, surtout en sigma, là, elle n'est pas du tout changée, ça se superpose. J'ai réussi à plugger de nos données au labo, peut-être pour le labo, mais on voit comment le sigma augmente dans certains. Mal fait ma diapositive. Les fuseaux de densité de fuseaux de sommeil est différente, surtout en FP2, entre les sujets neurotypiques et puis les enfants autistes. Cette différence-là,
dans les 3 quarts de la nuit, puis à la nuit totale, parce que la nova portait sur la nuit totale. Puis quand on le brisait par un quart de nuit, vous voyez que l'effet était statistiquement plus puissant au deuxième quart de nuit, je sais pas ce que ça veut dire. Mais pour l'ensemble du stade 2, pour toute la nuit, c'était très, très vrai. Alors que c'est seulement le segment rapide qui était différent dans les 2 groupes, et ça, à l'électrode C3, C4, donc en centrale, et non pas dans les pôles frontaux. Donc, ça ne distribue pas de la même façon. Puis l'effet que ça peut avoir, ça a des effets, mais pas la même chose, c'est pas la même affaire. Donc, on peut dissocier ces 2 phénomènes-là de cette façon-ci également. Voilà. L'autre phénomène important, c'est l'effet première nuit. L'effet première nuit, c'est fait dormir, comme vous savez, une première nuit au laboratoire. On ne dort pas pareil comme d'habitude. En général, en gros, là, ça peut varier un petit peu d'un labo à l'autre, ça dépend comment on mesure, puis quel âge, puis tout ça, là, des sujets. Et on s'endort moins vite, l'efficacité du sommeil est moins bonne, le sommeil paradoxal tarde à apparaître, puis on en a moins en pourcentage. Donc, c'est assez important. C'est pour ça que c'est important de vérifier, d'avoir une deuxième nuit de sommeil en laboratoire. Beaucoup de labos publient maintenant sur une seule nuit de sommeil. J'ai fait des tests d'effet première nuit dans plusieurs des catégories cliniques que j'étudie, la clinique au laboratoire, puis des fois, on ne voit pas d'effet première nuit. Les enfants TDAH dorment aussi mal la nuit 1 que la nuit 2. Les enfants autistes, la même affaire, patients schizophrènes, un peu la même chose, moins pire un petit peu. Ça va dépendre. Mais les contrôles, eux, en ont un. Donc, ça prend une nuit 2 pour tout le monde pour équivaloir les choses un petit peu. Donc, l'effet premier nuit est moins évident lors de la deuxième nuit que la troisième nuit. Il y a moins en moins de différence. Il y a des gens qui ont trouvé des effets jusqu'à la sixième nuit à peu près, mais ces différences sont vraiment anodines. C'est vraiment entre la nuit 1 et la nuit 2, il y a une grande différence. Donc, c'est important. Bon, ça semble moins pire, l'effet premier nuit, si le personnel est agréable, puis l'environnement est agréable. Ça, c'est différent d'une catégorie à l'autre. Par exemple, un environnement agréable, du personnel agréable, en clinique, chez nous, quand je reçois des enfants autistes, ben, les autres techniciens ne vont pas parler de la même façon à un enfant autiste qu'à un enfant TDAH. Ils mettent l'électrode dans la main, que la place lui-même sur la tête, par exemple. La familiarité, faire attention à la familiarité bien souvent. C'est pas la même affaire. Puis là, ils vont se sentir bien, puis ça va peut-être bien aller. Alors que pour une autre catégorie d'enfants anxieux, ils ne sont pas prêts en tout. Il y a, j'ai pas mis ça. Oui, les interprétations, on va voir après. La visite préalable au laboratoire, il y en a qui montrent que ça vaut la peine, il y en a qui montrent que ça ne vaut pas seulement la peine. Ça dépend comment c'est bien fait aussi. Si on le prend par la manche, par le pneuma, puis qu'on le tire dans le labo pendant 2 secondes, ça ne donne pas grand-chose. Si on le fait comme il faut, ça se peut. Il y a des groupes qui ont développé des méthodes d'acclimatation au laboratoire pour les personnes anxieuses, enfants ou adultes. Ça peut sembler bien marcher. Tant qu'à mettre l'effort pour faire ça, ben, tu fais 2 nuits, coûter aussi cher pendant le staff, je pense que à peu près. Puis on a des données de plus. L'effet de nuit inversé, ça existe aussi. C'est qu'on dort mieux au laboratoire qu'à la maison à la première nuit. Après ça, ça se détériore un petit peu. Chez certains insomniaques, par exemple, soit parce qu'il y a des insomniaques qui ont besoin de cette surstimulation. Alors, quand ils viennent au labo, il y a plein d'affaires qui se passent, ils sont bien excités, ils aiment bien ça, ils s'endorment, ils sont super. Puis après ça, ils vont moins bien s'endormir parce qu'ils sont habitués à la deuxième nuit. Puis il y en a qui autrement, notre interprétation, c'est qu'ils vont moins se forcer pour s'endormir. Ils sont pris en charge, sont en confiance, ils vont se laisser aller, puis ils vont bien s'endormir, pas mal mieux que d'habitude. Puis ils vont dire le lendemain, « Ah, je suis déçu, normalement, je dors bien moins bien que ça. » Alors, on leur dit même avant la nuit, « Ça se peut que vous dormez bien, c'est pas ça qui est important, nous, du moins, que vous avez les yeux fermés. » On aura nos tracés, c'est ça qui est important de voir. Mais ça existe, l'effet premier inversé aussi. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge avec ces phénomènes-là. Ça a des effets. Je vous montre, c'est un autre cas ici de thèse non publiée de Marc-André Gingras, qui a une carrière successful comme neuropsychologue maintenant. Mais sa maîtrise n'a pas été publiée, malheureusement. Son doc est en train de l'être. Il avait comparé 16 sujets, 6 hommes, 6 femmes, 10 hommes, jeunes, blancs, en santé, tout ça, pour voir ce qui se passe avec l'effet première nuit. Sur les stades, on a vu ce qu'on voit d'habitude. Pas d'effet sur la puissance spectrale en tant que telle. On a vu des effets sur les fuseaux, que la nuit 1, il y a plus de fuseaux dans le troisième tiers qu'à la nuit 2. Le genre de compensation qui se fait. C'est intéressant à pousser plus loin, mais qu'on n'a pas fait. Donc, on voit ici un peu le phénomène de la nuit 1 en noir, la nuit 2 en bleu. Donc, une augmentation aussi des fuseaux là, par rapport au résultat. Mais le pattern est pareil dans les deux. Ça augmente du tiers 1 au deuxième tiers, puis ça se nivelle à peu près entre le deuxième et le troisième tiers. Et puis, on n'a rien trouvé en puissance spectrale, mais on a trouvé quelque chose en cohérence interhémisphérique, ce que vous verrez dans les cours plus tard, mais c'est de voir est-ce que l'activité EEG génère la même chose en même temps, au même 256e de seconde. Est-ce qu'il se passe la même chose?
Et puis, on a vu qu'il y avait une différence entre la nuit 1 et la nuit 2. Dans les électrodes centrales et occipitales, pas d'électrodes frontales ni temporales, on avait moins de cohérence interhémisphérique entre deux points homologues. On a pris la puissance totale pour cette diapositive-là. Puis, on voit ce phénomène-là. Donc, ça a un effet, ça aussi, l'effet première nuit. Donc, assez important à lire en ligne de compte. Voilà, c'est un peu, puis il est midi tapant. Fait que je peux répondre à des questions pareilles. Sinon, voilà, j'espère que ça vous sera utile. Merci beaucoup pour ta présentation, Roger. Puis si je souris, c'est juste parce que je suis bien intéressée par tout ce que tu dis, là. À toutes les fois, je voudrais tout enregistrer, tout ce que tu dis, puis m'en souvenir. Il y avait une question, peut-être plus pour Hélène et Sonia. La question, c'est l'index des mouvements périodiques des jambes à l'éveil pendant le sommeil, ça se calcule-t-elle sur la durée de la période de sommeil ou sur l'éveil en sommeil? Je ne sais pas si vous pouvez juste préciser comment c'est calculé, puis après, je vais prendre des questions pour Roger aussi. Ça se calcule sur la durée de l'éveil pendant la période d'enregistrement. Donc, ça inclut la latence et ça inclut les périodes d'éveil. Oh, Roger n'est pas d'accord. C'était sur mute, Roger. Mais on aimerait ça t'entendre. Oui, oui. Non, je suis d'accord. On a demandé à... Oui, David a fait une modification du logiciel. Oui. On a demandé à David, parce qu'on avait beaucoup de cas d'enfants, TDAH entre autres, qui en font plein à l'endormissement, puis qui ont des index de mouvement de jambes à l'éveil de 380, puis en font plus pendant la nuit, pendant les réveils, même si ont 15-20 minutes. J'ai demandé à David, puis il nous a fait ça, puis ça nous est très utile depuis qu'on a ça. Je suis tellement content, là, parce qu'on peut faire la différence entre les mouvements périodiques des jambes pendant la période d'endormissement, l'analyser différemment, spécifiquement pendant la période de sommeil en tant que telle. Puis moi, en tout cas, ça m'est très utile. C'est vraiment bien agréable à voir. Donc, ça existe, cette option-là. Merci, Roger, aussi pour ton ajout. Merci, Hélène, pour ta réponse. Il y a une question dans le chat, peut-être plus pour Roger. Chez les enfants avec TDAH, on peut noter une mauvaise qualité de sommeil, mais avez-vous aussi noté l'hypersomnie chez ces enfants? Ah, ben c'est l'objet du papier qu'on est en train de faire accepter dans Frontiers in Psychiatry. Il n'y a pas d'évidence qui montre que les désorganisations du sommeil s'accompagnent de somnolence ensuite. En fait, c'est plus l'instabilité du sommeil. Le fait d'avoir beaucoup de ce que Sonia nous montrait, je pense, les chiffres d'un stade à l'autre, c'est ça, c'est les micro-réveils. Tout ce qui montre que passer du stade 2 au stade 3 à tout bout de champ, c'est surtout ça qui montre un sommeil instable. Et ça, c'est associé à une mesure objective du sommeil, le Continuous Performance Test, le CPT, que plusieurs d'entre vous connaissent probablement, ça, ça le montre. Sinon, la plupart du temps, la polysomnographie ne montre pas de différence entre des enfants TDAH, sans médicaments, jamais eu de médicaments, en sevrage de médicaments, puis des enfants neurotypiques. La plupart du temps, on ne voit pas de différence. On voit des différences avec, comment ça s'appelle, ce que les Italiens font, là, les CAP, les Cyclic Alternating Pattern. On voit pas mal de ça. D'après moi, c'est une autre expression de l'instabilité du sommeil. Donc, c'est que le sommeil est instable, comme ces enfants-là ont une attention instable. C'est le système nerveux central, c'est un trouble neurodéveloppemental. Fait que c'est pas surprenant que le système soit, puis c'est pas surprenant qu'on leur donne des psychostimulants pour que ça aille mieux, parce que ça leur permet de faire le tri de l'information, comme du monde, pour être un peu plus stable. Sinon, c'est un système instable, ces enfants. Et c'est ça qui corrèle avec la somnolence qu'on voit pendant le jour. Ça ne marche pas très bien avec la somnolence sur le Children's Sleep Habit Questionnaire. Et c'est le papier qu'on essaie de montrer. Il y a on a Katia Gagnon, de façon posée avec moi, a fait toute la littérature, elle a réussi à ressortir 3 modèles qui essaient d'expliquer les problèmes de sommeil et de fonctionnement diurne. Et puis, ça ne marche pas quand on regarde la littérature vraiment, au-delà des modèles. Ce qui marcherait, ce serait l'instabilité du sommeil, qui serait associée à la somnolence. Merci pour ta réponse. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat présentement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le groupe? Vous pouvez lever votre main. Mais, question pour Dr Godbout. Donc, Roger, pouvez-vous répéter pourquoi on fait la distinction entre N3 puis les stades 3 et 4? Bon, je peux faire une autre éditoriale. C'est que, bon, on fait N3, parce que ça regroupe les stades 3-4, ça va plus vite. On peut scorer plus vite, parce que le grand problème, un des
des grands problèmes d'association entre deux codeurs de nuit de sommeil. C'est entre le 3 et le 4, bien souvent, un peu entre le 2 et le 3. Le reste, en général, ça va assez bien. Alors, quand on poule le 3 et le 4 ensemble, ça va bien plus vite. On a un bien meilleur accord, ça se passe bien. Puis, la plupart des cas, ça suffit à la tâche que l'on veut faire. Autrefois, on distinguait le 3 et le 4, c'est-à-dire que sur une portion de tracé, comme ce qu'on a montré, de 20 ou de 30 secondes, je dirais l'anecdote du 20 ou 30 secondes après pour compléter l'anecdote de Sonia, on a en bas de 20 ça ne sera pas du 23 anyway. Entre 20 et 50 c'est du stade 3. Entre 50 et plus, c'est du stade 4. Puis ça, on a regroupé ça en N3. C'est comme ça qu'on faisait, puis comme ça qu'on mesure encore nous. Puis l'histoire du 20 et 30 secondes, c'est qu'effectivement, il y avait des moteurs qui entraînaient le papier. Il y avait le moteur à 20 mm par seconde, puis il y avait le moteur à 30. Mais pas juste ça, c'est que le moteur à 20, il y avait aussi l'échelle à 60 qui permettait de détecter des points qui étaient la vitesse de déroulement de papier pour les cliniciens neurologues. Quand tu achetais le kit, ça venait avec 15 mm seconde, puis pas de détection des points selon les standards des neurologues, ou 20 mm par seconde. Fait que Jacques Monplaisir avait acheté des moteurs à 20 mm seconde pour son labo, puis c'était comme ça. Je me fais encore chialer parce qu'on codait. On codait encore à 20, je pense qu'on codait. Non, on code encore à 20, parce qu'on voit bien mieux les fuseaux aussi à 20 secondes par page que 30 secondes par page. On les distingue mieux, les fuseaux pas beaux, puis tout ça. Puis on score encore à l'œil, nous. Donc, c'est un peu ça l'explication. Merci. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat, donc je vais pouvoir remercier nos 3 professeurs de la journée. Je pense que tout le monde a bien apprécié vos présentations, c'était vraiment très, très clair. La semaine prochaine, on va poursuivre avec les tracés PSG, puis qu'est-ce qui nous permet de voir, qu'est-ce qui nous permet qu'est-ce qu'on ne peut pas voir pour différentes pathologies de sommeil. Puis ça va un peu mettre la table pour les prochains cours qui vont porter sur l'analyse plus quantifiée du signal EEG. Donc, merci tout le monde d'avoir été là, puis merci encore à nos professeurs aujourd'hui.